Merci aux différents intervenants. Je voudrais revenir sur 4 points voilà, pour lancer un peu la discussion et le débat sur ce qui a été dit ce matin. La première chose, c'est notamment par rapport à la présentation de François Gégou, donc, qui parlait des super citoyens et de leur capacité créative et de l'importance d'inventer quelque chose et de ne pas s'en tenir à une logique quelque part de conversation. Et donc, ça pose quand même la question des citoyens qui n'ont pas forcément ces capacités-là au départ, des voix dissonantes ou critiques et donc qui n'entrent pas dans le processus enfin, qui mettent en fait un peu en jeu le processus de collaboration ou la possibilité de faire émerger une vision commune et qui rentrent aussi en tension avec l'idée que tout le monde doit être entendu, comme ça a été rappelé dans une des interventions. De même que ça rejoint aussi la question soulevée par Xavier Huloven sur qui sont ceux qui participent en fait au processus de co-design. Le deuxième point, c'était plutôt par rapport au rôle des co-designers ou des chercheurs. Est-ce que c'est un rôle du coup de facilitation? Donc par exemple à cet architecte qui est tenu de s'asseoir et de tenir un rôle de citoyen. Est-ce que c'est un rôle d'animation, de mise en débat, de discussion? Est-ce que c'est aussi un rôle lié à la capacité de faire entendre des voix de public qui sont moins entendues ou qui ont moins de capacité de réaction, pour reprendre un terme d'Isabelle Heymans, qui disait, voilà, par exemple, aux ateliers archi, qui avaient ces experts du vécu pour représenter les usagers vulnérables. Et donc, on peut se demander aussi quel est le rôle de la recherche dans le fait de faire parvenir à entendre les voix de public qui sont moins amenés à participer au départ ou qui ne sont pas entendus, ou qui ont des compétences inégales à participer en fait. Le troisième point, c'est la question du moment où la recherche ou le co-design entre dans le processus de projet. Donc on le voit avec Co-Create, où là la recherche est au départ de la mise en place de projets. Nous au Métrolab, quelque part, on travaille après, c'est-à-dire que les projets ont déjà été décidés, que le rôle de la recherche n'est pas prévu au départ, donc on travaille dans les marges en fait de ce qui a déjà été décidé. On fait avec quelque part la temporalité du projet et on est en fait plus ou moins bien accueilli aussi par les porteurs de projets, parce que des fois la recherche peut être un peu peut soulever en fait des questions un peu critiques ou mettre en cause certaines lignes qui ont déjà été décidées à l'avance, et ça pose aussi la question de la place de l'expérimentation, à quel moment en fait la recherche intervient justement dans ce processus de projet. Par rapport à tout ça, dernier point, donc on parle bien à chaque fois de participation et de co-design à l'échelle donc du projet. Et on peut se demander aussi dans quelle mesure ça permet de prendre en compte véritablement un enjeu d'inclusion qui a aussi, comme l'a rappelé Marco, une dimension économique, un enjeu de redistribution par rapport aux inégalités sociales, aux injustices sociales, etc. Et on peut se demander dans quelle mesure le co-design peut prendre en charge ces enjeux d'inclusion pensés d'un point de vue plus socio-économique, dans un contexte justement où il y a une critique de l'État-providence et où il y a une responsabilité qui repose aussi sur les épaules des citoyens. Donc vous l'avez rappelé, François Gégou, dans votre exposé, qu'il ne s'agit pas de se décharger sur les citoyens, mais qu'il y a quand même cette injonction à avoir un rôle actif dans l'action publique. Et donc voilà, c'est les 4 questions à partir desquelles je proposais un peu de lancer la discussion. Par rapport au Kurigam, en fait, qui est quand même un quartier qui a toujours été, tu vois, sollicité, tu vois, vu qu'on est dans le logement social, il y a le grand bloc à côté du chemin de fer, tu vois, à côté du Shell, là, je crois. Dans quelle mesure, dans le co-design ou participation, capacitation, c'est très bien que vous développez de nouvelles paroles pour s'en sortir un peu de la participation. Dans quelle mesure vous tenez en compte la fatigue de la participation? Parce que je m'imagine que les gens du bloc social, ils ont été déjà sollicités pour énormément de contrats de quartier auparavant. Et dans quelle mesure vous jouez avec ça? En fait, on ne joue pas pour le moment, hein, parce que
je vous ai dit quel est notre rêve, mais on ne se mettra en route que si on parvient à rassembler le minimum de moyens nécessaires pour pouvoir le faire correctement et dans le respect des parties prenantes. Donc on le fera peut-être pas, voilà. Mais si on le fait, pour nous, c'est un des enjeux. C'est que c'est un des quartiers, et c'est vrai aussi à Molenbeek, où on nous dit « Ah, le énième diagnostic communautaire !» Ben oui, on ne va pas faire un diagnostic communautaire, on n'a pas besoin de faire un diagnostic communautaire, ça a été fait plein de fois de manière très différente. Il suffit de rassembler, d'ailleurs à Molenbeek, pour le projet Molenbeek, c'est ce qu'on a décidé de faire, de rassembler le savoir qui a déjà été collecté par tout un tas d'organisations avant nous et de ne pas recommencer, ça ne sert à rien, on a largement la liste de ce qu'il faut faire avec le savoir existant. Et pourtant, par exemple, il y a un comité d'habitants de la Tour qui reste très très actif et très partie prenante et qui, par exemple, a participé aux ateliers Curregem en perspective. Et puis il y a d'autres lieux d'activité citoyenne à Curregem qui, à mon avis, seraient preneurs d'être partie prenante. Je ne suis pas une grande experte, moi, en participation citoyenne. Je prétends plus l'intention que la capacité technique. Enfin, voilà. Mais j'ai participé à une autre conférence où Médecins du Monde Espagne avait supprimé le mot participation pour parler du mot protagonisme. Et pour eux, l'idée, c'était de dire... c'était par rapport à tous ces débats aussi autour de la question de la fatigue de la participation, mais aussi celle de la fausse participation qui sert juste à légitimer un projet qu'a priori on avait à peu près déjà construit avant. Enfin voilà, tous ces écueils bien connus de la participation. Et l'idée c'était de dire il faut mettre autour de la table des protagonistes qui ont des attentes qui ne sont pas nécessairement les mêmes et entrer avec des méthodes adaptées, entrer quelque part en négociation des attentes pour pouvoir produire quelque chose de commun après. Et donc, c'est de dire, il y a les acteurs publics locaux, il y a les acteurs associatifs, il y a les habitants et les comités, il y a le promoteur du projet, parce que, il y a un financeur qui a dit qu'il y avait des critères, voilà, et c'est de se dire, quel est le cadre non négociable, et à l'intérieur de ce cadre non négociable, qu'est-ce qu'on s'est négocié ensemble et qu'est-ce qu'on s'est construire ensemble avec chacun. Mais donc, on ne veut pas faire un diagnostic communautaire, c'est pas intéressant, c'est pas utile, c'est fait à Curregem, sauf pour la partie des nouveaux habitants. Ceux-là, on ne sait pas ce qu'ils vont vouloir avoir. Mais plutôt essayer de construire, justement, de rentrer dans cette logique de co-construction et de réappropriation du quartier, pas une to-do list, quoi. Voilà. Voilà, l'expérimentation. On va faire quelque chose et le faire ensemble. Je ne sais plus qui m'avait dit un jour, oui, mais tu vas rassembler les habitants, ils vont te dire qu'il leur faut une crèche. Et puis quoi? Tu n'as pas de moyens pour faire une crèche. Oui, mais le but, c'est pas qu'ils me disent qu'il faut une crèche. Le but, c'est qu'on se demande ensemble pourquoi ils disent qu'ils ont besoin d'une crèche, quels sont les besoins qui sont derrière. Et puis qu'on travaille ensemble sur qu'est-ce que nous, on est prêts à faire, qu'est-ce qu'eux, ils sont prêts à faire et qu'est-ce qu'il y a moyen de construire à partir de ce qu'on met sur la table. Voilà, et de construire ensemble à partir de ce qu'on met sur la table. Après, il y a d'autres questions qui se posent aussi, qui sont qui est venu autour de la table, la moitié sont rémunérés, l'autre ne le sont pas, ce qui est une réaction que j'ai régulièrement, par exemple, de la Ligue des usagers de santé, qui disent, vous faites des focus group de professionnels, tout le monde est payé, vous faites un focus group d'usagers, ils sont bien contents parce qu'ils peuvent participer, mais il y en a qui prennent congé pour venir. Alors, voilà, donc il y a un million de questions à se poser, mais que j'imagine dans les projets co-créés, on se pose beaucoup. Et voilà, on en est encore au début. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je voudrais revenir sur plusieurs points. La fatigue de la participation, alors bien entendu, il y a sursollicitation de ce qu'on a appelé ces citoyens engagés. C'est pas qu'ils sont plus super que les autres, hein. On se comprend bien. En fait, moi, ce que j'ai l'impression, ce qui fatigue surtout la participation, c'est quand elle n'est pas suivie d'une action conséquente. Ce qu'on discutait en aparté pendant le café, c'est de dire... alors, souvent, je me réfère aux études de Stanford sur l'innovation sociale, en fait, sur ce qui fait capoter l'innovation sociale ou ce genre de projet, c'est souvent qu'il embrasse trop. Et on tend à surcharger l'innovation sociale en disant « Écoutez, ce que vous faites, Isabelle, c'est génial, vous allez faire un super centre, super bon ». Et quand Stanford compare ça à des acteurs privés, un acteur privé,
il va, même si on lui donne le budget, il ne va pas se mettre à faire de l'upscaling, cette question de l'upscaling, il ne va pas faire un upscaling de 100%. Il va dire, j'ai un truc qui marche là, je vais aller le refaire doucement, j'ai une boutique qui marche là, mais je vais en mettre une deuxième, je ne vais pas en déployer 150 tout de suite sur le terrain. Donc, de faire quelque chose d'atteignable, et c'est aussi la responsabilité, je pense, des acteurs de terrain, c'est-à-dire de dire... Attendez, on se calme, on ne fait pas le truc démesuré parce qu'on ne va pas changer le monde en un seul truc. On est soutenu par Innoviris, mais on ne va pas révolutionner avec le projet Wilco la gouvernance de toutes les communes de Bruxelles. Bon, il faut du temps, donc il faut quelque chose d'un petit peu, à mon avis, équilibré, de manière à ce qu'effectivement, on puisse faire... suivre cette participation d'une effective action qui va faire que, effectivement, l'IA, elle est fatiguée, mais elle est contente. Elle est contente parce qu'il s'est passé quelque chose, parce que ça a été, comment dirais-je, le parc s'est développé en suivant leur truc. Il y a quelque chose qui a été fait, ce qui, je pense, qui fatigue beaucoup, ce sont les gens. Je voudrais revenir sur la question... que j'ai trouvé, bon, j'ai beaucoup apprécié, enfin, j'ai déjà dit, alors je te le redis une deuxième fois, mais enfin bon, je trouve l'interrogation de la recherche, j'aime bien particulièrement, c'est aussi pour ça que j'ai bien aimé venir aujourd'hui, c'est un petit peu, parce que c'est pas simple, hein, dans Wilco, c'est pas simple la relation avec la recherche, enfin, je pense qu'on ne doit pas être les seuls, hein, mais c'est pas simple, je pense que ta slide sur l'image de la piscine, elle est un petit peu, enfin on la vit, le côté un peu en surplomb, recherche de rôle, pas forcément vouloir sauter dans la piscine avec tout le monde. Alors, une des choses qui, moi, me donne un peu de l'urticaire, je vous l'ai dit, alors en France, c'est encore pire. Hein, les Français, ils passent du temps à discutailler des trucs avant de commencer à faire quelque chose, donc c'est une vraie catastrophe. C'est-à-dire qu'ils discutaillent tellement de l'innovation sociale qu'ils n'ont toujours rien fait. Alors, sur les questions, par exemple, d'équité, de la participation, d'égalité, etc., c'est vrai que c'est vraies questions. Mais, par exemple, les gens de Policy Participation, donc il y a un département à Gand qui s'appelle Policy Participation, qui est directement accroché à Daniel Termont, et qui s'occupe de... Bon, ça fait 25 ans, alors il y a une stabilité politique, hein, c'est clair, ça fait 25 ans qu'ils font de l'engagement citoyen, etc. Et ils disent, moi je trouve qu'il y a du bon sens là-dedans, ok, on a un problème de représentativité, etc. Mais commençons par avoir de la participation, commençons par faire en sorte que quand on organise un truc, tout le monde vient jusqu'à ce que la salle soit pleine à craquer, qu'on n'arrive plus, on soit obligé de refuser du monde, avant de s'interroger trop longtemps sur le bord de la piscine en disant oui mais alors on a un problème, alors avant de commencer, ouais, je pense qu'un des principes du design, Maglone, c'est faire avant de penser, quoi. C'est le contraire de ce que me disait ma maman, quoi. Et donc c'est un peu provoque, mais il y a un petit peu ce truc-là. Commençons à voir, et puis quand on a trop on va corriger le tir, on va essayer Il y a quand même un truc vraiment important, c'est que la participation attire la participation. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, bon, j'ai vu de la lumière, il y a plein de gens qui viennent parce qu'ils ont vu de la lumière, quoi. Et c'est bien, enfin, c'est humain, c'est bien, etc. En tout cas, faisons. Vous ne posez pas trop la question du rôle, venez avec nous nager dans la piscine. Par rapport au pont, justement, j'ai eu 2-3 expériences vraiment très très positives des ponts entre le terrain et la recherche. C'est qu'effectivement on fait, mais on fait et on pense pas avant de faire, mais par contre après on pense ce qu'on a fait. Et ça, je trouve que moi je trouve que c'est vraiment intéressant de joindre quelque part la capacité de faire de certains et la capacité quelque part de conceptualiser ou de construire du savoir à partir de ce qui a été fait. Et quand on parvient à construire ce dialogue-là, c'est vraiment, vraiment très, très enrichissant, en tout cas de mon côté, et je pense que si certains chercheurs continuent à le faire avec nous, c'est que c'est enrichissant du côté académique aussi. J'aurais une question. D'abord, merci beaucoup pour vos présentations. J'étais intéressé d'entendre aussi la présentation de Xavier Huloven, parce que c'est rassurant de voir que la recherche collaborative a l'air d'être de bonnes mains,
est articulée en tout cas d'une manière qui me semble assez convaincante, et je pense que c'est pas toujours le cas, et que les universités ont parfois aussi du souci à se faire avec ces tendances à la recherche collaborative qui font pas toujours l'objet d'une réflexion en profondeur sur les enjeux épistémologiques, voire pratiques en fait. Et donc là, je trouvais ça intéressant. J'ai 2 questions concernant un peu les enjeux de cette recherche collaborative, notamment pour l'institution de recherche Innoviris, dans son rapport avec les non-universitaires. Et donc cette situation de communication en fait, qui la lie à ce public potentiel de citoyens, acteurs urbains, associatifs, etc. Et où j'ai l'impression qu'on a une espèce d'ambiguïté en fait, dans l'identification de ce public, qui oscille entre, d'un côté, l'idée de vouloir considérer les gens comme des experts, experts de vécu, etc. Alors est-ce que cette qualification d'expert est juste ? Est-ce qu'elle est excessive ? Et si je pose la question possible du fait qu'elle soit excessive, c'est que l'autre image qui prévaut lorsqu'on cherche à contacter les habitants, c'est justement cet imaginaire-là, c'est-à-dire celui de l'enfance, de la légèreté. C'est pas nouveau de dessiner des petits bonshommes en forme d'enfants pour faire de la participation, j'ai l'impression qu'on fait ça depuis le début. Mais effectivement, on comprend bien aussi l'enjeu qu'il y a ici à essayer de situer le seuil de la participation à un niveau assez bas, que le coût d'entrée, on va dire, de la participation soit pas trop élevé, et qu'on puisse toucher également aussi une population de participants potentiels qui seraient adolescents, voire enfants, puisqu'on développe aussi de plus en plus des mini-contrats de quartier, toute une série d'initiatives destinées aux enfants qui posent, à mon avis, aussi une série de questions, à partir plus forte raison lorsque ces enfants sont sollicités dans des quartiers très, très compliqués où ils n'ont pas choisi de grandir. Bref. Donc voilà, l'identification, l'interpellation de ce public, d'un côté considéré comme expert à travers une sémantique qui est plutôt celle de justement des sciences et techniques, et de l'autre côté sollicité comme des êtres créatifs, légers, rêveurs, enfantins. Il me semble qu'il y a là quelque chose d'intéressant à creuser en termes de clarification de la situation de communication. Ça, c'était une première chose. Et l'autre chose, plus rapidement, c'est que je suis évidemment hyper intéressé de voir qu'on privilégie de plus en plus des formes de développement qui ne seraient pas que économiques, ou en tout cas que dans le cadre de l'économie néolibérale, qui par ailleurs motive pas mal le développement de cette recherche collaborative, recherche-action, etc. Donc effectivement, des recherches qui servent le développement social. Et là, je voudrais peut-être faire développement social, développement institutionnel, politique, on peut imaginer toute une série d'autres champs de recherche. Et là, je voudrais peut-être proposer une distinction, ou vous la proposer en tout cas, entre le fait que ces recherches visant le développement social, politique, sont tout à fait importantes et nécessaires, et de l'autre côté, le fait qu'elles devraient nécessairement être collaboratives, toujours collaboratives et toujours interdisciplinaires ou transdisciplinaires. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver des recherches qui restent des recherches menées par des chercheurs, éventuellement inscrits dans une discipline, par exemple les sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie, disons, mais qui ne vont pas nécessairement en fait trouver dans la consultation, le dialogue avec toute une série d'autres collègues, d'autres disciplines, voire avec des citoyens, leurs conditions de possibilité. Donc ce que je pense, c'est qu'effectivement, il faut que ces recherches, notamment celles des sciences sociales, soient de plus en plus préoccupées par leur dimension pratique, et qu'elles ne se limitent pas simplement à se dégager des situations observées en disant après il n'y a qu'à faire ci ou ça, mais donc que la sociologie, je parle ici un peu pour ma discipline, puisse considérer vraiment les contraintes pratiques, praxéologiques qui pèsent sur les situations qu'elle étudie, qu'elle propose des choses contextualisées, situées, comme vous le disiez, des choses qui doivent aussi rester, à mon avis, d'un certain niveau de généralité et d'élaboration dans la description, dans l'analyse. Mais donc je pense que cet enjeu-là est distinct de l'enjeu collaboratif et participatif, et qu'il faudrait quand même viser à
ne pas, à travers l'injonction transdisciplinaire, à ne pas donner leur chance à des disciplines qui jusqu'ici ne se sont pas essayées à leur dimension la plus pratique et qui pourraient pourquoi pas le faire. Je pense à une situation, vous me direz ce que vous en pensez, mais on peut imaginer que l'aménagement d'une plaine de jeu pour tout petit ou d'une crèche nécessite un savoir extrêmement fin sur les usages liés au jeu des nourrissons, des tout-petits, et à la façon dont ils évoluent ensemble, etc. Je ne pense pas que le co-design avec les nourrissons va amener des résultats supérieurs en termes de conception architecturale. Je crois qu'un anthropologue, psychologue du développement qui mènerait de l'ethnographie sur la façon dont les enfants évoluent les uns avec les autres ou jouent les uns avec les autres, continue d'avoir une voix à faire porter, et elle ne doit pas être complètement relativisée par le fait que tout un chacun a son idée sur la question autour de la table. Et ces savoirs sur les usages n'ont pas encore été réellement développés d'une manière extrêmement fine ou extrêmement élaborée. Et il y a tout un champ de recherche hyper important là-dessus. Alors certes, ça a été fait notamment, je sais pas, sur les espaces urbains par William Hollywhite ou d'autres qui se sont intéressés finement à ces usages. Mais il y a encore du chemin à faire. Excusez-moi, j'étais un peu long, c'est évidemment important pour nous. Donc voilà. Peut-être une réaction. Oui, il y a beaucoup de choses là derrière. Peut-être pour reprendre un peu à l'envers ce dont vous avez parlé. Donc, c'est clair que derrière cette notion de transdisciplinarité, donc d'abord vraiment, j'ai voulu insister sur le fait qu'on se mettait dans une approche critique en forçant le trait. Ce qui est interpellant, et c'est un des grands débats qui a été amené quand je parlais dans les projets de co-créer, de co-chercheurs, il y a un amalgame entre la compétence, la démarche de ce qu'on appelle maintenant la démarche, moi ce que j'appelle plutôt scientifique, mais qu'on maintenant on dit démarche de recherche, et l'identité presque d'un chercheur. On a construit au cours des siècles une identité de chercheur. La recherche devient un métier, et plus qu'un métier, ça devient une identité. Il y a des chercheurs qui me disent, on ne sait plus quelle est notre identité. On a dans des co-créates, on a un peu ce qu'on appelle le syndrome du chercheur, qui ne sait plus comment agir, et s'il peut dire quelque chose, et est-ce qu'il est dans une posture participative, s'il donne son avis, etc. Et là, c'est clair qu'il faut clarifier ça, et c'est important parce que sinon, on parle de perte d'identité, etc. Ça rejoint aussi la logique liée à qui participe finalement, parce que c'est qui est en droit et qui a le temps et qui est reconnu socialement pour produire de la connaissance. Donc là, clairement, on ouvre effectivement un débat et des enjeux. Ce qui est de nouveau important pour moi, c'est un peu ce que tu disais, François, chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il sait faire. Et donc, ça ne veut pas dire effectivement que transdisciplinaire veut dire qu'on ne garde pas non plus les disciplines. Et par rapport à l'exemple de la plaine de jeu, c'est un cas où effectivement la discipline, les savoirs acquis ont tout à fait leur place, et la co-création n'est pas nécessaire à mon avis à tous les moments, à tous les projets. D'ailleurs, c'est un des critères, nous, quand on sélectionne des projets co-créés, c'est est-ce que le projet est de nature vraiment ou plutôt est-ce que la co-création a vraiment une valeur ajoutée pour le projet. Je crois que ce qui est intéressant de nouveau, c'est de se dire qu'est-ce que moi je suis en train de faire dans ma discipline? Est-ce que je suis en train d'élaborer une loi scientifique, une vérité? Est-ce que je suis dans une démarche très positiviste? Ou est-ce que je suis plutôt dans la construction d'un type de savoir, d'un savoir qui va venir après s'intégrer, se confronter à une réalité? Et voilà, ce savoir, je le prends
tel qu'il est, il a toute sa valeur, toute son importance, mais après, il va être exposé à toute une série de réalités. C'est des fois aussi ce qu'on voit quand on a difficile, par exemple pour un chercheur, il construit tout un savoir sur une situation politique, par exemple, ou il finit avec des recommandations politiques. Après, c'est hyper frustrant parce qu'il se rend compte que ce savoir n'est pas utilisé, parce que dans la politique, on n'est peut-être pas dans la même logique rationnelle, et finalement, il y a beaucoup d'autres enjeux et de types de choses qui entrent en jeu dans la décision politique. Et donc, voilà, on construit un savoir, mais comment moi je considère ce savoir-là ? Est-ce que je le considère comme une pièce au puzzle ou que je le considère comme la façon de faire ou le savoir qui maintenant fait presque office de vérité? Je crois que ça c'est intéressant à se poser comme question. Et par rapport à l'aspect juste de communication juste, c'est vraiment pas évident du tout, pour pas rentrer à la fois dans un processus infantilisant ou de demander à tout le monde d'être expert et de créer une certaine sollicitation là-dessus. En même temps, les discussions pour l'instant que j'ai eues avec les projets Co-Create et ceux qui un peu observent plus en métal les projets Co-Create sont venus vers moi en me disant « Mais Xavier, si tu veux que les projets Co-Create s'ancrent encore plus dans les terrains, il faut changer et oublier le mot recherche, par exemple. Il faut le rapport scientifique, il ne faut plus l'appeler comme ça. » Et voilà, c'est intéressant. Et c'est vrai que pour l'instant, dans la manière dont on présente le projet Co-Create, on parle beaucoup plus d'exploration. Alors voilà, on change un peu le langage. Je ne sais pas encore ce qui est juste, mais c'est clair qu'il y a une demande, en tout cas, de changer le langage. Alors quel est le juste langage? Je crois que là, il y a vraiment quelque chose à se poser comme question. Et voilà, là, le débat est vraiment ouvert. Mais merci pour l'alimenter, en tout cas. Donc, je m'appelle Dominique Nalpas, moi je suis un acteur urbain dans cette ville depuis pas mal d'années et nous avons remis un projet sur la question de l'eau qui s'appelle Brusseau et soutenu aujourd'hui par Co-Create Innoviris et c'est assez passionnant, je dois avouer cette approche qui nous est offerte là. Et à travers ça, qu'est-ce qui se passe? Donc moi je pars d'une position qui n'est pas celle du chercheur d'abord. On est toujours un peu chercheur, un peu expérimentateur. Je pense qu'on n'est pas exclusivement l'un ou l'autre, bien qu'effectivement les institutions supposent que dans une université, il y ait de la recherche en tant que telle, et c'est très bien, et il faut le conserver, je pense. Mais partant d'une autre posture, je me rends compte que le langage nous piège quand même beaucoup. Et je pense, et je crois, Xavier, lorsque vous dites qu'on est inséré dans des processus culturels, langagiers, enfin qui construisent, enfin qui nous instituent, qui nous instaurent, et qu'il faut pouvoir s'en dégager, d'expérimenter ce dégagement-là, ça suppose aussi de proposer des inversions parfois un peu radicales, des formes de dissensus, comme peut-être Rancière le disait, et non seulement dans la parole, mais aussi dans nos pratiques, évidemment. Et quand j'entends, par exemple, je vois, Monsieur Gégou, le schéma que vous faites sur une sorte de progression dans la notion de participation qui partirait de la bonne information de l'usager, qui ensuite, on irait vers lui rechercher il y a une sorte de progression, je ne me souviens plus exactement des termes qui étaient mis, mais dans un petit cheminement comme ça qui va jusqu'à la cogestion, etc. Je pense qu'à travers ça, bien que je trouve très intéressant de le faire, mais je pense qu'à travers ça, c'est qu'il y a quand même d'abord et avant tout un positionnement qui se fait autour de l'institution, et je dirais même l'institution du politique, ou l'institution normative, disons. Je pense que ça reste encore imprégné de ça. Et moi je propose, dans nos cycles d'inversion, c'est des cycles, comme le cycle de l'eau, comme le cycle de plein de choses, comme le cycle de la vie, proposons parfois alors des inversions un peu plus radicales malgré tout. Et je pense qu'on peut prendre radicalement le point de vue de citoyens qui ne sont pas des nourrissons, évidemment, il faut quand même avoir du langage, etc., qui ne sont pas des enfants. Et par exemple, Elinor Ostrom va parler de néo-institutionnalisme, c'est-à-dire, oui, il va falloir créer des règles, il va falloir créer des choses ensemble, mais pas
nécessairement d'abord et avant tout avec l'État et avec l'institution, pas nécessairement d'abord et avant tout avec ceux qui produisent une norme généralisante, mais avec ceux qui sont là précisément dans des situations concrètes. Et cette inversion-là, un peu plus radicale, elle doit faire l'objet d'une attention autant, et elle peut être autant co-designée, parce qu'à ce moment-là, le co-design devient-il simplement une méthode, enfin une technique presque, ou porte-t-il, et j'entends bien dans vos propos, Monsieur Jegou, que vous allez jusqu'à la dimension politique, mais je me permets de dire, je peux me tromper, hein, parce qu'on ne se connaît pas assez, mais dans ce cheminement-là, le point de vue reste d'abord essentiellement centré sur l'institution. Et je crois qu'il faut pouvoir radicalement se porter et créer des formes de consistance à partir d'autres positionnements, de réseaux, d'acteurs qui créent leur propre consistance et qui vont alors chercher eux-mêmes à insérer dans leurs propres réseaux les institutions, qui vont chercher à insérer, c'est-à-dire ils en auront besoin, bien sûr, dans leur propre écologie, ils vont devoir créer des dynamiques avec ces institutions-là. Mais pas nécessairement en soumission à ces institutions. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais alors cette inversion-là va nous permettre beaucoup d'autres choses, et peut-être en partie résoudre les problèmes de qui sont les participants, Alors il va falloir expérimenter, rechercher là-dedans. Je ne dis pas du tout que c'est une vérité, c'est une hypothèse. Je le formule en termes de questions et d'hypothèses, mais je pense réellement que nous sommes encore très forts de manière langagère et sur beaucoup d'autres choses, nos attitudes, les réseaux préférentiels qu'on va construire, etc. D'abord, encore soumis au prince. On a encore beaucoup cette dynamique-là Alors c'est peut-être outrecuidant ce que je dis, mais peut-être pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Une partie de ces slides sont sortis, si vous voulez, du cours que l'on utilise pour les décideurs territoriaux à l'INET à Strasbourg, donc pour former des directeurs territoriaux, les sensibiliser à ces questions de design, à ces approches. Et donc là, il y a une dimension de communication évidente, c'est-à-dire que on leur propose une posture différente de celle qu'ils ont habituellement, mais atteignable. C'est-à-dire qu'on n'est pas radical dans cette chose-là. Et donc le petit chemin, je suis tout à fait d'accord avec vous, bien entendu que c'est un petit chemin qu'on leur propose, dans lequel on leur propose de s'engager avec jusqu'au bout, comment ça pourrait être ce lâcher-prise. Mais on est bien dans cette espèce de, je suis bien d'accord, de quelque chose d'atteignable. Hein, et encore une fois, je vous ai montré Amersfoort, mais la préoccupation d'Urbact a été de dire prenez pas toujours Toronto, Londres, des villes qui font des trucs waouh. Prenez Gdańsk en Pologne qui fait des trucs un peu bien, mais qui va permettre de montrer à tout plein d'autres villes que c'est atteignable, qu'elles peuvent commencer à se transformer. Mais je suis d'accord avec vous sur les questions, on peut être beaucoup plus radical là-dessus, sauf que mon souci, moi, c'est l'actionnabilité de cette radicalité. C'est-à-dire que vous avez, grâce à la maturité, je dirais, d'Innoviris, vous avez trouvé une écoute. À Gdańsk, actuellement, en Pologne, bon, vous savez, c'est un peu chaud, quoi. Donc, on y va par petits bouts, et c'est des petits éléments, donc on est vraiment dans ces low-hanging fruit. Après, je voudrais revenir sur la question... je tairai où, mais ça m'est arrivé de faire une intervention de ce type-là à la demande de gens qui, alors quand on me dit, ben voilà, venez parler du co-design, etc., etc., et souvent, la plupart du temps, c'est des gens qui ont de l'appétit pour le co-design. Et au fond, à la fin de la conférence et de la discussion, j'avais l'impression qu'en fait, les gens qui me faisaient venir me disaient, leur question intrinsèque était de dire, c'est vrai que c'est la mode, tout le monde fait du co et machin, il n'y a pas qu'Innoviris, la commission a tous ses programmes co-create, etc. Même la commission... Vous vous rendez compte, même la commission qui est quand même le plus descendant, le plus machin, ils font le Simulact, un des récents projets qui vient de se conclure, c'est co-construire avec 1000 citoyens européens des visions pour l'avenir de l'Europe, confronter ça à des chercheurs et co-construire avec tout ce petit monde les orientations des politiques scientifiques européennes. Vous vous rendez compte, même si la commission s'y met,
Bon. Et donc, dans cette conférence, en fond, puisque c'est la mode, les gens me demandaient, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que vraiment il faut qu'on fasse rentrer les gens dans notre labo ? Parce que nous, on est bien dans notre petit labo, tranquille, à faire notre petit truc dans notre coin, voilà. Alors, vous prenez, il y a une dimension un peu, enfin, dans la suite de ce que Xavier disait, je trouve qu'il y a une construction du chercheur, et puis là, pour moi, si je fais un petit peu de la psychologie du café du commerce, vous avez pris l'exemple des nourrissons, parce que là, c'est béton. Parce que les nourrissons, ils ne parlent pas. Alors forcément, c'est évident qu'ils ne vont pas pouvoir beaucoup co-créer. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il y a, comment dirais-je, un manque d'ancrage de la recherche sur le terrain. Alors j'en veux pour, par exemple, si vous prenez il y a plein de chiffres, hein, mais Jared Diamond, dans son dernier bouquin sur le monde jusqu'à hier, cite ce chiffre édifiant que 70%, pardon, des papiers publiés en psychologie, alors il a fait ça sur une année en 2008, je crois, sont pour 70% basés sur des études, sur des étudiants en psychologie. Ah, bon. Alors ça donne un peu une idée, si vous voulez, on est en relation avec le terrain, mais est-ce que vraiment on est en relation avec le terrain ? Moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de danger. Je veux dire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas le sociologue à distance ou la co-construction, on va mettre tout le monde dans le même panier et puis une série d'interactions vertueuses vont se faire. Et en tout cas, il n'y a pas de danger pour personne là-dessus. Dernier point sur le côté... alors, ici, si vous voulez, quand on parle de l'action citoyenne dans la ville, c'est pas très évident, parce que les citoyens, ils sont appelés à voter, machin, etc. Donc, effectivement, c'est des gens fréquentables. Alors, il nous est arrivé de travailler dans d'autres administrations, notamment pour la protection judiciaire de la jeunesse en France. Donc là, vous avez les 7% 1000 gamins de 13 à 18 ans qui ont déjà tué plusieurs personnes, qui sont en tôle. Qui sont en tôle, qui sont dans centres éducatifs fermés, etc., etc. Et puis, il y a une loi de 2002 en France qui, comme je pense qu'il y a un peu partout, qui dit, si vous voulez, qu'il faut replacer l'usager au centre des services sociaux et de santé. Et je ne peux pas dire qu'il s'est passé une journée à la PJJ en immersion à travailler avec donc, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, à travailler avec les jeunes en tôle, etc., etc. Pas une journée, on ne nous a pas rappelé que quand même cette administration souhaitait recentrer et replacer l'usager au centre. Alors on les a provoqués, on leur a dit qu'est-ce que ça veut dire replacer l'usager au centre ? Parce que moi dans vos prisons, j'ai pas l'impression que l'usager il est placé au centre. L'usager de votre service public, c'est le jeune délinquant. Est-ce que le jeune délinquant est au centre de votre service public ? C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que vous lui avez posé la question s'il est content de votre service public ? Est-ce que vous lui avez posé la question s'il trouve que le service d'enfermement est efficace ? Est-ce que vous faites de la co-création ? C'est pas simple à faire de la co-création, je peux vous le dire. Il faut l'autorisation du proc, il faut aller passer à poil devant le détecteur pour arriver à aller bosser avec les gamins en tôle. Hein ? Bon, mais quand on fait ça, on voit que ces gamins, alors eux, ils ont la parole, c'est pas comme les nouveau-nés, mais ces gamins, ils sont géniaux. Ils sont vachement meilleurs, vous ne le dites pas, mais ils sont meilleurs que mes étudiants à la Cambre, hein, parce que c'est des entrepreneurs nés. Hein. Pour survivre dans un gang en Guadeloupe, où ça se passait, pour survivre dans un gang, arriver à faire du business, etc., ils sont bien meilleurs qu'à Solvay, c'est des sociologues intuitifs, vachement efficaces. Et donc, quand vous les associez à la co-création d'un nouveau système de recadrage, qui pourraient être un peu plus efficaces que les centres éducatifs fermés ou les familles d'accueil, ben ils sont vraiment des... Alors, on est d'accord qu'il y a une opération de com quand on parle... Alors, je ne sais pas si c'est très à la mode ici, mais on parle de maîtrise d'usage.
en France, beaucoup, parce qu'il y a la maîtrise d'œuvre, ça c'est accepté, la maîtrise d'ouvrage, et puis tout d'un coup il y a la maîtrise d'usage. Alors ça c'est vraiment effectivement un élément de com, mais qui oblige un petit peu l'acteur public à se dire l'usager a sa place là-dedans, il a une maîtrise, il maîtrise quelque chose, c'est pas quelqu'un, comment dirais-je, c'est pas un bénéficiaire de l'action publique, il n'est pas simplement le récipiendaire des choses, il est capable d'agir. Vous pensez que quand même, alors je ne sais pas si c'est le cas ici, en France, on appelle ces gens-là des administrés. Excusez-moi, je voudrais juste continuer la discussion rapidement, d'une manière un petit peu classique et pas très créative, j'imagine, mais voilà. Un mot juste pour rebondir, parce qu'évidemment je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'importance par exemple d'associer ces adolescents ou les usagers dans le cadre de recherche collaborative, etc. Je crois qu'on prêche, comment dire, on est entre convaincus ici, donc c'est pas le souci. Par contre, je crois qu'on doit faire attention à à l'espace que vient prendre la recherche collaborative, et je pense, contrairement à vous, qu'il y a quand même certains risques et certaines situations à bien comprendre, notamment pour toute une série de disciplines pas extrêmement installées, j'ai envie de dire, et qui sont rapidement remises en question. Et ce n'est pas que le cas que de la sociologie ou de l'anthropologie, même si c'est le cas. Quand vous dites que vous êtes sociologue ou anthropologue dans une soirée, dès que vous commencez à parler de vos sujets de recherche, tout le monde sait directement mieux que vous ce qu'il en est. C'est bien connu. C'est pas toujours facile à vivre identitairement, comme vous le dites. Mais je pense qu'il y a d'autres enjeux que simplement la petite subjectivité blessée des chercheurs en sciences sociales. Il y a la possibilité de développer des savoirs spécifiques qui ne bénéficient pas d'une légitimité à toute épreuve. Lorsque vous menez un processus participatif autour, et encore c'est tout à fait discutable à mon avis comme situation, mais vous menez un processus participatif autour de, je sais pas, l'installation ou déplacement d'une centrale nucléaire, l'ingénieur nucléaire va proposer une série de savoirs, ma foi, difficiles à discuter ou à contester pour le commun des mortels. C'est pas le cas lorsqu'on parle de design, lorsqu'on parle de description, d'analyse des usages, lorsqu'on parle même d'architecture. Et donc, je crois qu'il faut, tout en appelant au co-design, il faut arriver aussi à comprendre la façon dont ces savoirs, voire ces expertises, peuvent continuer à bénéficier d'une marge d'expression et d'une marge de travail, y compris sur les temps que cela prend d'enquêter ensemble, certes, mais aussi enquêter dans son coin, pour pouvoir revenir vers les autres avec des choses à leur apporter et dialoguer avec eux. Et là-dessus, je crois que il se pose quand même des questions du type, par exemple, la description des usages, la compréhension des usages. Effectivement, vous allez pouvoir passer par un travail d'entretien qui vise vraiment à interpréter le discours des usagers, mais vous avez aussi possiblement un discours d'un autre type ou d'un autre statut par rapport aux usages qui vient d'une observation du dehors. Il n'y a rien à faire. Erving Goffman, par exemple, parle assez bien des interactions, et c'est sur un autre plan, un autre registre que ceux qui interagissent. Là, pour donner l'exemple d'un sociologue. Mais voilà, il y a certains risques qui est que, par exemple, les sociologues et les anthropologues, et ce sont des vraies tendances aujourd'hui, sont de plus en plus considérés comme des gens qui vont passer le micro dans les assemblées. Et c'est par exemple ce qu'on nous a demandé dans une étude récente que je ne citerai pas, mais où finalement le savoir ou les citations, les références, toutes les connaissances qu'on essaye d'amener en tant que sociologue sont indésirées devant simplement le fait qu'on fasse parler les gens et qu'on leur fasse tourner le micro. Ça, c'est quelque chose une caricature qui est en train de se produire, et je pense qu'il faut qu'on y fasse attention. Autre caricature inquiétante à mon avis, dans le cadre des politiques de la ville, notamment des contrats de quartier, une évolution, une tendance assez forte pour les communes à se décharger de la question de la participation et de la co-conception sur les bureaux d'études privés, indépendants, et qui n'ont aucune légitimité démocratique pour ce faire. Donc les conséquences collatérales de tout ça, c'est quoi? C'est que les bureaux d'études en urbanisme ou en architecture sont de plus en plus attendus sur le plan de leur expertise en communication, en participation, et parfois un peu moins sur ce qu'ils auraient à apporter à partir de leur bagage. Et
autre élément de cette transaction, le fait que les communes ou les pouvoirs publics se délestent de la responsabilité démocratique qui consiste à se taper, j'ai envie de dire, la communication, les conversations, les rencontres avec les citoyens. Donc une externalisation, une sous-traitance de la démocratie en fait, aux experts des bureaux d'études. Donc on est dans des configurations qui sont compliquées, et si j'ai caricaturé ça tout à l'heure avec l'exemple du nourrisson, c'est simplement aussi pour comprendre que cet acteur qu'est le chercheur qui s'intéresse aux questions de développement social, etc., ne peut simplement être une sorte d'interface, de maillon, quels que soient les schémas ou les métaphores qu'on va mobiliser. Je pense qu'il faut qu'on arrive à réfléchir cette place qui est encore la nôtre en tant que chercheur, et tout ça n'est pas qu'une question d'identité, mais de garantie aussi que la recherche reste épistémologiquement aussi quelque chose de valable et d'intéressant, à mon avis. Pas d'intéressant, mais de scientifiquement, voilà. Juste dire une chose par rapport à la chose que tu as dit. En fait, moi, je suis aussi une des personnes qui travaille aussi dans une dimension professionnelle sur la question de la participation. Et je comprends bien les risques que tu dis de passer la question démocratique à des bureaux d'études, des choses comme ça. Je pense que ça, c'est un problème d'abord lié à l'inertie aussi de l'institution, à intégrer des formes de participation directe. Et de l'autre côté, il y a une question de reconnaître à la participation une dimension aussi professionnelle, c'est-à-dire que la participation, c'est lourd, il a dit avant Muriel, c'est quelque chose que c'est lourd pour les participants et aussi pour les participants professionnels, c'est-à-dire qu'il y a une profession, une expertise dedans. Et si à Amersfoort, j'ai bien compris, ils sont arrivés à payer les habitants pour leur travail. Et peut-être que l'expertise des habitants, c'est quelque chose aussi à considérer comme une expertise à payer, à reconnaître dans certaines mesures. Alors la question, c'est très bien, mais je pense qu'il faudrait tenir compte aussi encore de l'inertie et aussi de se poser la question, c'est qui? Est-ce que les institutions sont prêtes à mener la participation? Est-ce que c'est très lourd pour eux-mêmes? Est-ce que ça doit être reconnu comme travail ou c'est juste en question des citoyennes qui sont plus engagées, peut-être que sont... Parce qu'ils parlent dans la littérature des intermédiaires comme des figures indispensables pour faire la liaison entre différents acteurs du terrain. Un des dangers, je pense que le vrai danger actuellement, c'est les civic tech. Parce que les civic tech sont encore une étape supplémentaire de je me décharge de ce rôle d'organisation et de monitoring de la participation sur une apps, et puis en plus cette apps elle me donne des stats, des machins, et je sais qu'il y a tant de vieux qui ont participé, tant de jeunes, etc. C'est ok, je peux balancer ça aux journalistes et c'est bon, quoi. Donc là il y a une vraie question. Après, moi je pense que l'exemple que donnait Isabelle est un bon exemple, c'est-à-dire voilà, nous on est dans le faire et c'est très appréciable d'avoir une post-analyse ou une co-analyse. Et puis, moi j'ai l'impression que, encore une fois, vous dites qu'il y a un risque. Alors je peux comprendre un certain nombre de comment dirais-je, de difficultés, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on demande? On demande, qu'est-ce que demande Innoviris, ne serait-ce qu'il dit, voilà, il faut que vous... Il n'y a pas que les institutions publiques, il n'y a pas que les initiatives, il y a aussi les chercheurs qui doivent évoluer. C'est pas confortable d'évoluer. Il faut essayer des trucs, il faut se casser la gueule, il faut prendre des risques, il faut expérimenter, etc., etc. Et alors ici, moi, j'aurais envie de dire, voilà, un sociologue qui produit du savoir qui est actionnable, il va être reconnu. C'est-à-dire que si à la suite il y a un peu une preuve du feu, quoi. C'est-à-dire que si effectivement il produit des papiers pour l'entre-soi, si son objectif, et je ne parle pas d'ici, dans les projets européens, les H2020, c'est très difficile parce que vous avez toute une palanquée de chercheurs qui n'ont de cesse que de produire des papiers scientifiques qui ne seront pas lus.
Alors bon, qui seront lus par leur père pour être dans le ranking. Bon, forcément, quand on est là, on est dans des... effectivement, ils avouent très très bien, s'il faut, éminent institut de recherche sur de la sociologie et le développement durable en Norvège, de chercheurs, le dernier truc, qui nous disent, mais ça ne nous intéresse pas, votre affaire. Nous, ce qu'il veut, c'est produire un papier, et puis surtout, il faut qu'il soit imbitable par ma grand-mère, parce que sinon, il passera pas, quoi. Donc, je caricature un petit peu les choses. Mais il y a un souci d'actionnabilité, c'est-à-dire que si le sociologue qui va analyser ce que tu fais, Isabelle, et tu dis, putain, c'est vachement bien, mais la prochaine fois, il n'y a pas de problème, je pense qu'il sera reconnu à 100 fois, mais il faut qu'il se mette en relation. Pour ça, il faut qu'il soit dans la piscine, et puis qu'il accepte qu'effectivement, il faut peut-être faire des entorses. Il faut, une des questions que l'on a dans Wilco, c'est comment on rend intelligible et lisible les rapports de recherche et la manière dont la recherche s'exprime. Oui, je vais donner un exemple concret de ça, je pourrais même en donner deux. Il y a quelques années, on a fait une étude pour l'espèce santé publique en santé. À l'époque, je travaillais à la Fédération des maisons médicales et le titre du rapport, c'était les nouveaux métiers en santé. Et la Fédération des maisons médicales, on n'a pas de grandes compétences de recherche au sens académique du terme. Par contre, on a un terrain énorme. Et donc, on a fait énormément de focus group avec des tas de professionnels sur leur métier, sur les évolutions qu'ils voyaient venir, et aussi on a fait une revue des descriptifs de fonctions tels qu'ils existaient au niveau officiel, et on a travaillé en partenariat étroit avec l'école de santé publique de l'UCL. On a produit un rapport vraiment intéressant, et notamment on a sorti ce jour-là un petit dessin qui réconciliait, pour ceux qui connaissent le système, les tenants du système vertical et les tenants du système horizontal. Donc il y a un conflit d'écoles en santé publique entre ceux qui sont plutôt pour des visions programmatiques, faut s'occuper de la tuberculose, de la malaria, du sida, du diabète, de l'hypertension, et ceux qui trouvent qu'il faut faire des équipes de soins primaires, qui s'occupent de tout, parce que les gens, ils n'ont pas qu'un problème à la fois, etc. Et la rencontre entre les praticiens de terrain à l'école de santé publique a vraiment permis de produire en fait une conceptualisation du fait qu'on avait besoin des deux et qu'il y avait moyen de les mettre ensemble. Et ça paraît évident, mais aucun tenancier du terrain ne parvenait à faire ce petit dessin, en fait. Et c'est un académicien qui l'a fait. Mais l'académicien m'a dit, moi, j'aurais pas pu faire ce petit dessin si j'avais pas parlé avec les gens du terrain. Et on a vraiment pu se dire l'un l'autre à quel point on avait eu mutuellement besoin l'un de l'autre, et il y a vraiment une reconnaissance mutuelle de la plus-value de chacun. Si je peux, je donnerai un deuxième exemple, c'est la thèse de doctorat de Maglone Vigne. Voilà, je m'excuse, elle est toute gênée, elle va se cacher derrière la colonne, mais Maglone, elle a fait une thèse de doctorat. Bon, s'il y a bien un truc qui est reconnu au niveau académique, à ma connaissance, c'est quand même une thèse de doctorat. Elle a fait une thèse de doctorat, et aujourd'hui, chaque fois qu'elle présente un des aspects, parce que moi, j'ai pas lu ta thèse, un des aspects de sa thèse de doctorat aux acteurs de terrain, ils font des yeux comme ça, et ils disent « Ah, mais que c'est utile dans ma pratique, ce truc, pour comprendre ce qu'on est en train de faire !» C'est vrai, non? Bon, encore avant-hier, la semaine dernière, il y a encore un monsieur qui a 40 ans de pratique et de réflexion sur le système, qui est généraliste, mais qui en même temps réfléchit vraiment sur le système. Et tu allais la trouver à la pause pour lui dire ça. J'étais témoin, donc je me permets de le dire. Elle va se cacher derrière la colonne, mais pour moi, c'est vraiment un exemple de l'académique peut avoir suffisamment nagé dans la piscine avec les autres pour que quand il en ressort et qui fait que son travail d'observateur et d'académicien, ça puisse être utile aux gens qui sont dans la piscine tout le temps, quoi. Et ça, je trouve que c'est des expériences qui sont vraiment porteuses en termes de rencontres. Et inversement, je vous dirais que moi, je connais pas mal de praticiens de terrain qui ne veulent plus entendre parler des universités. Parce qu'ils ont trop rencontré du jargon, du savoir extérieur, du refus de tremper dedans, et que ça les a... Enfin, en fait, ils me disent ils servent à rien. Voilà. Ils servent à rien. Oui, voilà. Donc c'est parce qu'ils sont probablement un peu trop dans la théorie. Et je suis triste de ça parce que je suis convaincue que ce qu'ils produisent comme savoir est utile. Mais inversement, peut-être ils ne trouvent pas les mots pour que les gens incultes comme moi les comprennent. Voilà, quelque chose comme ça. Mais... Je vais faire un exercice périlleux.
cher Mathieu, on se connaît depuis un certain temps, et j'entends une souffrance chez toi. J'entends une souffrance d'une chercheure qui, tout d'un coup, voit un monde qui change et qui peut-être se dire, tiens, mais ma place est en train de peut-être disparaître. Il y a des tas de métiers qui ont disparu dans l'histoire. Les agriculteurs, quand ils ont vu arriver les tracteurs, ça a modifié totalement les rapports sociaux, etc., etc. Mais j'ai envie de dire, moi, en tant que citoyen qui ne suis pas un chercheur académique, etc., mais moi, j'ai bien envie d'en parler avec toi. Moi, j'ai bien envie de parler de ce problème-là, de cette position, tout d'un coup mise en danger, mise en difficulté. Moi, je crois que j'ai compris ce que tu as dit. Je crois vraiment que je n'ai pas eu besoin de termes d'anthropologue, etc. J'ai compris le problème existentiel qui se posait, et je suis convaincu qu'on peut faire un petit panel de citoyens et commencer à réfléchir ensemble sur quelle est la place de l'anthropologue demain dans un monde qui change, où les citoyens commencent à avoir un mot à dire. Et je propose de faire l'exercice. Je rebondis là-dessus parce qu'il y a une initiative du Forum de lutte contre la pauvreté qui propose exactement ça, un genre de plateforme où on peut discuter effectivement de nouvelles formes de recherche. Et je dis merci pour les fleurs. Juste peut-être pour conclure, à moins qu'il y ait d'autres réactions encore. Pour conclure, je vous entendais parler de la recherche, ce qui est, à mon sens, il n'y a pas une seule recherche, il y a plusieurs recherches possibles. Et personnellement, ça ne me dérange pas du tout de rester au bord de la piscine si je vais nager de temps en temps et que je reviens. Mais je crois que le co-design, finalement, il offre un cadre possible pour faire le plugin, justement, entre différentes formes de savoir, dont ceux des chercheurs. Et peut-être qu'effectivement, comme vous venez de le dire, la recherche, elle est appelée à évoluer. On parlait tout à l'heure des crèches. Moi, je trouve qu'il y a un parallèle intéressant aussi avec les discussions actuelles, l'actualité autour de l'enseignement et des pédagogies actives qu'on remet un peu à l'honneur. Est-ce que la recherche ne doit pas se transformer aussi sans éliminer le reste? À mon avis, il y a aussi encore une forme de... Il y a plusieurs manières d'être chercheur, même qui peuvent évoluer dans une seule personne au cours du temps. Est-ce que la recherche, justement... elle ne doit pas être un peu plus active, c'est-à-dire aussi regarder, en tout cas participer, regarder le faire, comme j'avais dans la slide tout à l'heure, là, entre l'interview, on est sur le discours, l'observation, on regarde l'action en train de se faire, et le co-design, on est dans l'expérimentation. Est-ce qu'on ne doit pas un peu se déplacer de ce côté-là? Voilà, et le co-design offre un cadre possible pour ça. Merci à tous pour votre participation, pour votre présence. Merci à chacun des intervenants. Merci pour ces discussions très riches. À bientôt. Vas-y. Oui, faire attention à les mauves, la communication mauve, parce que ça, c'est un appel à participer et à continuer la discussion et l'échange par rapport à l'inclusion urbaine. Merci beaucoup.